Cet été 2025 vient nous proposer des tonnes de suites de bons animés, donc comme à notre habitude, Kyoto et Nico sont là pour vous proposer un résumé complet des saisons précédentes pour vous permettre de reprendre le train en marche. Et aujourd'hui, on parle de la saison 1 de Kaiju numéro 8. Et avant de commencer cependant, sachez que vous pouvez soutenir notre travail en nous offrant un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Si c'est pas possible pour vous, pensez au moins à vous abonner, mettre un like et commenter la vidéo. C'est hyper important pour notre combat éternel contre le robot YouTube. Et sans perdre plus de temps, on commence directement ce résumé avec l'épisode 1. Kaiju numéro 8 se déroule dans un Japon contemporain au nôtre, à une seule différence près. Des kaiju, monstres titanesques, y font régulièrement leur apparition, mettant en danger les populations. Pour les affronter, des brigades spéciales sont formées, utilisant une technologie révolutionnaire pour leur permettre de faire face aux monstres colossaux. Notre personnage principal, Kafka Ibino, n'est cependant pas l'un de ces soldats. Il est un simple nettoyeur chargé de faire disparaître les cadavres gigantesques des monstres ayant été abattus. Kafka a cependant un secret que ses collègues ne savent pas. Il est l'ami d'enfance de Mina Hashiro, la jeune et très admirée capitaine de la 3e division, soldate extrêmement douée ayant déjà abattu plus d'une centaine de kaiju. Kafka a quant à lui essayé plusieurs fois de faire partie de ces soldats d'élite, mais a jusqu'à présent échoué à chaque fois au test. Sa motivation est cependant ravivée le jour où Ishikawa, un nouveau collègue employé à mi-temps, fait son arrivée dans les équipes de nettoyage, affirmant viser à être recruté dans les forces d'autodéfense anti-kaiju. Alors qu'ils finissent leur journée de travail, ils sont attaqués par un kaiju, Kafka sauvant in extremis son jeune collègue. Il lui demande d'aller chercher de l'aide pendant qu'il se charge de détourner l'attention du monstre, et se rappelle alors la promesse qu'il s'était faite avec Mina. Après que leur quartier avait été détruit, tels Eren et Mikasa, ils s'étaient fait la promesse d'exterminer tous les kaiju. Un flashback ne suffit cependant pas à sauver Kafka, et il est lourdement blessé. Il s'apprête à se faire dévorer, mais c'est Ishikawa qui vient cette fois lui rendre l'appareil en le sauvant à son tour. Ils sont peu après rejoints par les forces de défense anti-kaiju, menées par Mina, qui extermine le monstre sans problème. Nos deux héros à l'hôpital, Ishikawa remercie Kafka de l'avoir sauvé, et alors que ce dernier annonce s'être remotivé pour tenter à nouveau le test pour l'armée, il est attaqué par une espèce de moustique géant qui se jette dans sa bouche, le transformant en kaiju humanoïde. Ayant été repéré par d'autres patients de l'hôpital, Kafka est obligé de s'enfuir alors que l'équipe de Mina est envoyée à sa poursuite, apprenant au fur et à mesure comment passer d'un état humain à sa forme de kaiju. Mais alors qu'il s'enfuit, un autre kaiju semblable à celui de la veille fait aussi son apparition plus loin dans la ville. Au lieu d'en profiter pour s'échapper, Kafka se rend là-bas et extermine le kaiju d'un seul coup de poing, sauvant une petite fille et sa mère au passage. Désormais activement recherché, les autorités lui donnent le nom de Kaiju numéro 8. Mais malgré ça, Kafka refuse de vivre caché et décide de malgré tout passer l'examen des forces d'autodéfense. Arrivant sur les lieux du test, Ishikawa et Kafka se font en gros par une jeune loli qui lui demande de bouger sa voiture, car il est garé sur la place qui correspond à son chiffre chance. Celui-ci refusant de bouger sa voiture, elle décide de la déplacer elle-même, à la force de ses bras, en utilisant une combinaison spéciale. Elle se présente comme étant Shinomiya Kikoru. Kafka ne se laisse cependant pas impressionner et relève sa voiture tranquillement, laissant croire à Shinomiya qu'il possède aussi sa propre combinaison. Une fois sur les lieux du test, on nous explique que ceux-ci sont divisés entre les tests physiques et ceux d'aptitude, qui sont uniquement liés au talent inné à contrôler la technologie des combinaisons anti-kaiju. Malheureusement, ayant désormais plus de 30 ans, Kafka a beaucoup perdu de ses capacités physiques. Ces tests révèlent aussi les futurs personnages secondaires de la série, comme Izumo, Iharu et Aoi. Mais celle qui attire tous les regards, c'est bien sûr Kikoru Shinomiya, ayant terminé l'université à 16 ans, surnommé le plus grand talent jamais vu et fille du commandant de l'ensemble des troupes d'autodéfense anti-kaiju du pays. Pour la deuxième partie du test physique, les recrues sont envoyées dans une zone spéciale avec pour mission d'éliminer des petits kaiju. Mais avant de les envoyer, il faut bien sûr leur fournir leurs combinaisons. Celles-ci sont fabriquées à partir de matériaux de kaiju et multiplient la force de ceux qui les portent. Le test d'aptitude correspond au degré de puissance que quelqu'un arrive à faire ressortir de l'armure. Ishikawa, plutôt doué, en fait directement ressortir 8%, tandis que les meilleurs aspirants tapent dans les 15 à 18%, extrêmement rare puisque les années précédentes, il était très rare d'avoir ne serait-ce qu'une personne dépassant les 10. Même après entraînement, il est rare que quelqu'un dépasse les 20%. Kikoru dépasse cependant toutes les espérances avec un score de 46% du jamais vu. Mais Kafka n'est pas en reste et lâche lui aussi un score jamais vu auparavant, un pur 0%. Une fois le test commencé, Kafka ne pouvant se démarquer offensivement, il prend directement une posture de support, utilisant ses connaissances acquises lors du dépeçage de monstres pour assister ses alliés en leur indiquant les points faibles des ennemis. Il se fait cependant attaquer et blesser sévèrement par un kaiju avant d'être sauvé in extremis par Kikoru. Il ne peut désormais même plus marcher correctement, mais cela ne l'arrête pas et malgré les recommandations des examinateurs, il refuse d'abandonner le test. Comme Kafka ne peut pas marcher, Ishikawa décide de devenir ses jambes le temps de l'épreuve, le portant sur son dos.
Cette vision fait mourir de rire l'examinateur et le vice-capitaine de la 3ème division, Oshina, qui en est au point de proposer de leur faire réussir le test juste pour leur potentiel comique. Mais pendant que certains font les clowns, Kikolu fait un massacre et extermine quasi tous les kaiju à elle seule, mettant fin au test beaucoup plus rapidement que prévu. Alors que l'examen est terminé, un nouveau kaiju humanoïde fait cependant son apparition, et Kikolu se fait directement gravement blessé. Ce nouveau kaiju a même la capacité de parler, et voyant que Kikolu n'est pas morte, il continue de la bombarder à coups de balles d'air, mais elle se relève malgré tout, ayant besoin d'être parfaite pour répondre aux attentes de son père. Un Honju est cependant réanimé par le kaiju humanoïde, avant que celui-ci ne s'enfuit. Le Honju réanimé est bien trop puissant pour Kikolu dans son état actuel, et bien que Mina et Oshina courent pour intervenir, ils n'arriveront jamais à temps. C'est donc bien évidemment Kafka qui vient la sauver, la félicitant d'avoir tenu le temps de laisser tout le monde s'échapper. Alors que Kafka décide de tout donner, les capteurs d'énergie de la zone de test s'affolent, captant un pouvoir de magnitude 9,8, ce qui voudrait dire qu'il est au même niveau que les kaiju les plus puissants que l'humanité n'ait jamais combattus. Kafka extermine immédiatement la menace sans avoir été repéré par qui que ce soit, à part Kikolu. Et à la demande de Kafka, celle-ci le couvrira auprès de leur supérieur, en disant que c'est bien elle qui a vaincu le monstre. Quelques semaines plus tard, on assiste à la cérémonie d'accueil de ceux ayant réussi le test. Kafka en fait partie, ayant été repêché par le vice-capitaine Oshina malgré ses résultats ridicules. Il a en effet fait montre d'une capacité de support excellente, au lieu de se concentrer sur son propre ratio, ce que peu de personnes auraient eu le courage de faire. Peu de temps après, Kikoru vient attraper la veste de Kafka pour avoir les détails sur ce qu'il s'est passé et pourquoi il peut se transformer en kaiju. Elle accepte de garder le silence, mais promet qu'elle le tuera s'il devient un jour un danger pour les humains, ce à quoi Kafka répond qu'il compte sur elle pour tenir cette promesse. On a ensuite un petit training montage, Ishikawa devenant vite très bon et atteignant les 18% de sa combinaison, alors que Kikoru atteint les 55%. De son côté, Kafka est très fier d'enfin atteindre les 1%. Une fois la journée finie, ils se retrouvent tous dans les bains. Du côté des garçons, après avoir comparé leurs muscles, ils racontent ce qui les a poussés à rentrer dans les forces d'autodéfense. Ils répondent tous avec plus ou moins de variantes avoir été inspirés par la capitaine Mina, et Kafka se retrouve obligé d'avouer la promesse qu'il avait faite avec elle étant enfant. Un peu plus tard, alors que tout le monde dort, Oshina surprend Kafka encore en train d'étudier, et alors qu'il lui dit qu'il ne compte pas lui laisser sa place auprès de Mina, l'alarme à kaiju se met soudain à retentir. Nos jeunes recrues se préparent pour leur première mission face à un gigantesque kaiju ressemblant à un amas de champignons. Celui-ci a aussi une capacité de production de petits kaiju, nécessitant un maximum de soldats pour contenir l'armée de mini kaiju qui menacent de se propager en ville. Bien que les soldats plus expérimentés se plaignent d'abord de devoir babysitter les nouveaux, ils sont vite surpris par la puissance de ces nouvelles recrues ultra balèzes. De son côté, bien que Kafka n'arrive à rien avec son niveau offensif négatif, il découvre cependant les points faibles des monstres, et envoie ces informations à Oshina. En plus de ça, il lui explique aussi que les créatures ont des organes reproductifs ressemblant à des œufs, et que si ceux-ci ne sont pas détruits avec les cadavres, de nouveaux monstres réapparaîtront à l'infini, ce qui pourrait causer une grande catastrophe. De son côté, la capitaine Mina est chargée d'allumer le monstre principal à coups de giga sniper laser, utilisant 96% de la puissance de la combinaison et l'exterminant en seulement 2 coups, ne laissant que l'armée de mini kaiju à finir. Mais alors que les troupes continuent la chasse, Ishikawa et Yaru se retrouvent face au kaiju humanoïde que l'on avait vu précédemment. Alors que Yaru est rapidement blessé, Ishikawa se rend compte que l'ennemi bloque les communications radio, l'empêchant de demander de l'aide. Il demande à son camarade d'aller chercher des renforts, mais celui-ci n'aime pas l'idée. Il refuse de continuer à rester un faible, se faisant sauver toute sa vie. Il revient donc en arrière juste à temps pour sauver Ishikawa. Ils tentent ensemble un joli combo d'attaque, mais l'ennemi est trop puissant et ils se font écraser. Alors que Yaru est sur le point de se faire tuer, Kafka fait cependant son apparition et décidant d'y aller sérieusement dès le début, il décapite le kaiju d'un seul coup de poing. Cela ne suffit pas à le tuer, mais Kafka commence vraiment à s'énerver et fait pleuvoir une nuée de coups sur son ennemi, le dominant complètement et mettant à nu son noyau. Avant qu'il n'ait le temps de l'achever cependant, il est dérangé par d'autres soldats le prenant pour un ennemi, laissant le kaiju humanoïde s'échapper. Kafka essaye aussi de s'enfuir, mais il est rattrapé par Oshina. Le vice-capitaine n'est pas là pour déconner, et il libère immédiatement la puissance de son costume, atteignant un petit 92% qui fait bien plaisir. Faire face au vice-capitaine dans cet état et en faisant tout son possible pour ne pas le blesser est presque mission impossible pour Kafka. Mais après avoir manqué de se faire tuer plusieurs fois, il arrive de justesse à s'échapper, signant la fin de l'opération du jour. L'humanité étant désormais au courant de l'existence de ce kaiju humanoïde que l'on voit depuis le début, il est nommé Kaiju numéro 9. Pour fêter la fin de leur première mission, une grande fête est organisée pour les recrues de la 3ème division, l'alcool amenant rapidement à de nombreux conflits. Oshina en profite alors pour annoncer qu'au vu de son travail exceptionnel, les informations qu'il a obtenues ayant sauvé de nombreuses vies, Kafka est officiellement promu comme officier de la 3ème division. La capitaine Mina le félicite officiellement, mais lui rappelle qu'il ne devrait pas prendre la grosse tête, et qu'il est encore loin d'avoir le niveau pour se battre à ses côtés, prouvant qu'elle se rappelle de leur promesse d'enfance. Quelques jours plus tard, alors que Kafka révise encore jusqu'à tard, il surprend Oshina en train de s'entraîner pour trouver une stratégie contre le kaiju numéro 8.
Mais alors que Kafka s'apprête à aller lui aussi dormir, il voit en direct la base de l'armée être soudainement attaquée par une armée de kaiju. La capitaine Mina étant absente, c'est Hoshina qui prend les commandes. Chacun des ennemis a une magnitude d'environ 6, en faisant tous des monstres de classe Honju. Ces kaiju de type Wyvern sont menés par un leader encore plus puissant, un Dai Kaiju ayant une force de magnitude 8.3. Il est lui aussi un kaiju humanoïde avec la capacité de parler et engage directement le combat avec Hoshina, son objectif étant de se battre avec la personne la plus forte sur place. De son côté, Kafka donne des informations super importantes pour vaincre les Wyverns. En effet, ils ont la peau très dure de face et il faut les attaquer par derrière pour espérer les blesser. Mais malgré ces infos très importantes, les tentatives des soldats échouent. Kaiju travaillent eux aussi en équipe, un comportement jamais observé jusqu'alors. Kikoru n'en a cependant rien à faire et décide juste d'utiliser la force brute pour les déglinguer, dévoilant ainsi sa toute nouvelle arme personnalisée, une Giga Hache bien OP. Les armes personnalisées sont extrêmement rares et sont en général offertes uniquement aux capitaines de division, mais le niveau exceptionnel de Kikoru faisant d'elle la troisième plus forte de la base, elle a mérité une exception. Les autres ne comptent cependant pas laisser Kikoru leur voler la vedette et ils font de leur mieux pour affronter les monstres volants. Ces efforts payent et les renforts arrivent de plus en plus nombreux pour aider les recrues et les Wyverns sont peu à peu repoussés. De son côté, Hoshina continue son combat contre le Daikeiju, l'amenant vers une zone d'entraînement. Étant enfin libre d'utiliser son pouvoir sans risquer de blesser des gens autour, Hoshina se lance sérieusement dans le combat. Il désintègre le Kaiju à une vitesse folle, forçant ce dernier quasiment mort à évoluer, passant maintenant à une puissance de magnitude 9. Le kaiju n'a pas fait que monter de magnitude cependant, puisque celui qui était jusqu'alors de taille à peu près humaine est désormais devenu un véritable titan. Hoshina, spécialisé sur les monstres de petite taille, est désormais désavantagé, et ayant trop utilisé la capacité maximale de sa combinaison, son corps commence à lâcher. Dans ces conditions, sa défaite ne manque pas d'arriver, et après une tentative d'attaque ratée, il se fait déglinguer, la limite sur sa combinaison étant aussi réactivée. Il se souvient alors de tous ceux qui lui ont demandé d'abandonner au cours de sa carrière, lui expliquant qu'un soldat au sabre ne pouvait rien faire lors des combats contre des kaiju, qui n'étaient pas adaptés à son époque. Seule la capitaine Mina lui avait tendu la main, reconnaissant son utilité au lieu de l'inciter à changer de spécialisation. Elle lui avait alors dit qu'elle avait besoin de quelqu'un comme lui pour lui offrir une opportunité parfaite de tirer. Se rappelant ses responsabilités, Hoshina se relève alors et continue à donner tout ce qu'il a. Il parvient à blesser le kaiju, mais c'est sans espoir et il finit par se faire attraper. Alors que Kafka s'apprête à se transformer pour le sauver, la capitaine Mina fait cependant son entrée en scène. Désormais libéré, Hoshina utilise ses dernières forces pour tenter de déstabiliser le kaiju, mais il est trop épuisé et c'est juste insuffisant. C'est alors que Kikoru vient aussi l'aider, et à eux deux, ils arrivent à mettre le titan à genoux. La capitaine Mina ayant désormais une fenêtre de tir parfaite, elle en profite et balance un giga missile exterminant le monstre instantanément. Mais alors que tout le monde se félicite de la victoire, les Wyverns restantes ont un comportement étrange. Elles se mettent à fusionner ensemble, créant une gigantesque bombe qui menace d'anéantir la ville entière. N'ayant plus le choix, Kafka révèle sa transformation devant tout le monde afin de les sauver. Il utilise toute sa puissance pour éjecter la bombe le plus haut possible avant l'explosion, sauvant ainsi tous les humains présents. Cela n'est cependant pas suffisant pour arrêter l'évidence, et il est immédiatement arrêté. La 3ème division se voit forcée de transférer Kaiju numéro 8 au QG, les pontes de l'armée discutant de quoi en faire. Devant le camion qui doit amener Kafka à sa mort, toutes les recrues de sa division l'attendent en rang, lui offrant un salut silencieux, mais lourd de sens. Une fois dans le camion n'ayant pas de caméra autour, Mina peut enfin expliquer à Kafka qu'elle est en train de préparer un dossier pour prouver qu'il est humain, et que personne dans la division ne le considère comme un ennemi. Très touché, Kafka lui demande s'il a encore le droit d'essayer de se tenir à ses côtés, et elle répond que c'est bien le cas. Alors que l'ensemble des membres de la division dépriment de l'absence de leurs camarades, Kikoru se rend au bureau de son père, le chef des troupes d'autodéfense anti-kaiju, le directeur général Shinomiya. Elle vient lui demander de garder en vie Kafka, mais celui-ci ne l'écoute pas et lui montre plutôt les résultats des radios qu'il a subis. À la place d'un cœur, Kafka possède un noyau, comme tous les autres kaiju, comme celui qui a tué la mère de Kikoru. Même si celle-ci ne peut rien répondre face à de telles preuves, elle affirme malgré tout croire en Kafka, avant de quitter la pièce. Après une longue attente, Kafka finit par enfin être mis en face à face avec le directeur général Shinomiya. Celui-ci ordonne que Kafka soit libéré de ses entraves, laissant à ce dernier croire qu'une discussion est possible. Il déchante cependant très vite car avant même qu'il n'ait le temps de parler, Shinomiya engage le combat. Il décide même d'utiliser son équipement fétiche, une arme Numbers, c'est-à-dire une arme faite à partir des restes de Dai Kaiju. Celle-ci, des gants ultra puissants, reproduit en l'occurrence les pouvoirs du Kaiju numéro 2. Kafka aura beau tenter de montrer au directeur qu'il est un humain, la puissance de celui-ci le pousse dans ses derniers retranchements, au point où il ne peut même plus se contrôler, sa nature de Kaiju prenant le dessus. Le combat entre Kaiju numéro 2 et Kaiju numéro 8 continue, poussant leurs limites à bout. L'affrontement finit cependant rapidement par tourner en faveur du numéro 8, qui domine complètement le directeur général. Mais Kafka refuse de se laisser faire. Il ne peut pas accepter de tuer le général sous les yeux de Kikoru, sa propre fille.
Se remémorant Mina qui a promis de toujours l'attendre, il arrive à s'arrêter juste avant d'assigner le coup final, préférant percer son propre noyau. Après qu'il se soit effondré, on comprend qu'il s'agissait en réalité d'un test de la part de Shinomiya. En effet, le capitaine de la première division, équipé de l'arme basée du kaiju numéro 1, était en réalité prêt à le sauver à tout moment. Le combat terminé, Mina est interrogée sur ce qu'elle pense de Kafka, et elle propose un superbe discours rappelant combien de vies ont sauvé ses actions, et à quel point malgré ses échecs répétés à l'examen de l'armée, il n'a jamais abandonné, ayant toujours tout donné, malgré son manque de talent pour sauver le plus de vies possible. Alors que les hauts gradés du QG la critiquent pour avoir donné un avis favorable d'un kaiju, le dernier mot revient au directeur Shinomiya qui a déjà pris sa décision. Kafka est déclaré comme étant un kaiju, mais la décision de savoir s'il est une menace est remise à plus tard. Le directeur réussit à convaincre les autres hauts gradés que face à la croissance du nombre de Daikaiju, une force aussi grande que celle de Kafka doit être utilisée à bon escient. Cela promet un grand avenir pour les forces d'autodéfense, mais dans l'ombre, Kaiju numéro 9 continue d'étudier les humains et d'évoluer, développant déjà une intelligence très supérieure à notre espèce. Il coopère en plus avec un autre ennemi, ayant pour but de se réapproprier les armes Numbers. Et c'est ainsi que se termine cette saison 1 de Kaiju numéro 8, ce qui signifie que vous êtes désormais à jour pour la sortie de la saison 2. On espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-le nous savoir en mettant en commentaire un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne. Pensez aussi à nous dire en commentaire quel animé vous souhaiteriez qu'on résume pour la prochaine fois, ça nous aidera à trouver des idées. Et ceci étant dit, on vous laisse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.